J'ai l'impression qu'en fait, à la fac, les gens, ils n'ont pas du tout les pieds sur terre, quoi. C'est difficile de concilier la vie étudiante avec les études. J'étudie à la Sorbonne et j'adore la littérature française. Au fil de l'année, il y a ça s'éclaircit, quoi, les amphis, il n'y a plus personne. À la fin, il en reste 20 sur un amphi de 400. Grand Amphi. G-R-A-N-T-A-N-F-I. Martin Kénéen. On a marre d'avoir un manque de moyens, de ne plus rien avoir pour étudier. Il n'y aura pas de licence S-grève, de master en pétition ou de doctorat en blocage. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Voilà. Donc de bon matin, donc avant l'aube, donc on fait nos ablutions, ensuite on prie. Ensuite, moi je vais à la fac, je travaille, je rencontre mes amis. J'aime bien rester ici, donc on est à la BU. Et puis ensuite, je rentre chez moi, je rattrape mes prières si j'en ai à rattraper quelques-unes. Et puis ensuite, ça dépend. Soit je reste donc à la maison pour faire mes devoirs tout de suite après. Ou bien des fois, je sors avec mes amis au cinéma, on va quelques activités, n'importe lesquelles. Puis ensuite, je rentre le soir. La vie normale d'une étudiante, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui est la norme aujourd'hui ? Les étudiants qui portent le voile islamique, une chevelure hirsute, un pantalon slim avec des ourlets ou un jogging de voyou ? La fac est officiellement laïque, mais à la différence des lycées, les signes religieux y sont tolérés. L'université est-elle pour autant tolérante avec les jeunes croyants ? Et Dieu, qui, comme chacun sait, écrit ses copies d'examen avec des lignes courbes, a-t-il droit de citer sur les campus, dans les amphis et les syndicats étudiants ? Grand Amphi cherche, vous l'aurez compris, cette semaine des réponses à ces questions dans les cieux, mais aussi en studio avec Elena. Bonjour. Bonjour. Vous êtes iranienne et après Téhéran, vous poursuivez actuellement vos études de sociologie à Paris. Oui. À vos côtés, dans ce studio, Henri Bresque, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, professeur émérite à l'Université de Paris X-Nanterre, et puis vous avez consacré des ouvrages à la religion dans les sociétés médiévales en Méditerranée. Enfin, troisième invité de ce grand amphi divin, Jonathan Ayoun, bonjour. Bonjour. Vous êtes heureux diplômé d'un master en communication politique à l'Université de Paris 12, et vous êtes président de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France. Quant à vous, fidèles ou infidèles auditeurs de Grand Amphi, vous devez savoir que avant les vêpres et la prière de l'Asr, Franck Dorge prêchera sa chronique. Bonjour Franck. Bonjour. Votre chronique en partenariat avec l'étudiant, et puis qu'à 15h50, ce sera comme chaque semaine le portrait de l'étudiant en artiste, avec aujourd'hui Lucille Royan et Adèle Cambon de la Valette, étudiantes à l'Institut National du Patrimoine, et qui sont les auteurs d'une restauration, la restauration d'une Vierge à l'enfant datant du Moyen-Âge. Mais à présent, je vous propose de nous rendre avec Sophie Baubert à la fac de Lyon 3, et précisément dans le temple qui fait office de synagogue, d'église ou de mosquée dans nos universités. On est dans la BU, je chuchote un peu. Vous êtes dans une cellule en train de travailler. Vous travaillez sur quoi, là, ce matin ? Je suis en LCE anglais, donc c'est surtout la traduction aujourd'hui. assez ennuyeux. C'est vrai. Est-ce que ça fait longtemps que vous venez à la fac avec le hijab ? À vrai dire, je l'ai mis que très récemment. Et ce qui m'a fait basculer ma vie, parce que c'est vrai qu'avant je mettais pas mon hijab, j'étais très normale, quoi, j'allais dire, comme toutes les autres filles qu'on peut croiser dans la rue. C'est vrai qu'un hijab ça passe pas inaperçu, et ce qui m'a fait changer, ce qui a vraiment bouleversé ma vie, c'est le mot intégration. Alors pourquoi intégration ? C'est vrai que je suis musulmane,
Et en France, on demande toujours aux étrangers de s'intégrer. Alors, je me suis jamais considérée comme étant étrangère, étant donné que je suis née ici. Est-ce que c'est, par exemple, renier déjà mon nom, renier mes principes, renier tout ça? Non, c'est pas possible. C'est vrai qu'il y a des limites à ne pas franchir non plus. Mais vous, là, quand même, vous êtes à Lyon 3, là, en pleine université, dans un espace public, et ça vous a pas posé de problème? À vrai dire, non. Pourquoi est-ce que... déjà, ma religion serait un problème, l'islam. Pourquoi est-ce que mon hijab serait un problème? C'est juste une façon de se vêtir. La première fois que j'avais mis mon hijab, j'ai croisé quelqu'un de mon lycée qui n'a pas voulu me faire la bise et qui m'a dit « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Comme si qu'il a vu que j'avais une maladie incurable qui me tombait dessus. Je prends ça plutôt par le rire, par du sarcasme un peu. Je lui ai répondu, écoute, j'ai reçu une illumination divine. C'est mieux que de s'énerver, ça sert à rien, je trouve. La colère, ça engendre que les mauvaises choses. Alors autant le prendre à la rigolade et puis essayer d'expliquer à ceux qui ne comprennent pas que mettre un hijab ne fait pas de moi une terroriste, ne fait pas de moi un partisan d'Al-Qaïda, comme j'ai pu l'entendre. C'est vrai que depuis que j'ai mis mon hijab, j'ai été... face à un ouragan, j'allais dire, de racisme qui m'a choquée, étant donné que je suis française et je suis née en sol français et j'ai jamais entendu ça de ma vie. Mais depuis que j'ai mis le hijab, j'ai entendu « retourne chez toi, maghrébine de merde », excusez-moi le terme, alors que je suis pas maghrébine. Mon père est syrien, ma mère est turque. Donc, aucun rapport. Voilà. Dans quelle mesure est-ce que la foi a pris place dans votre quotidien? Vous pouvez quand même vous débrouiller quand vous êtes en cours? Vous avez le droit d'attendre la fin du cours pour aller dans un couloir, c'est ça? Ça se passe comme ça? Alors, c'est vrai qu'il y a des horaires précis que je ne peux pas respecter ici, étant donné que je suis à la fac. Donc, il n'y a pas de salle de prière ici. Alors, je peux les rattraper chez moi, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas abuser non plus. Je ne vais pas m'afficher en train de prier dans un couloir parce que déjà, ce n'est pas respectueux vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de ma religion. Et puis, ce n'est pas respectueux aussi... Il faut quand même respecter, je pense, l'établissement dans lequel je suis. Et puis si quelqu'un me voit prier comme ça, inconsidérément dans un couloir surtout, il va se poser certaines questions à laquelle je ne pourrais pas répondre sur le coup. Et ça va encore une fois, je pense, engendrer une colère peut-être sans doute ou une incompréhension. Est-ce qu'il y en a certaines qui vous offrent des ressources intellectuelles au moment des partiels? Ce que vous dites me fait penser, je pense, aux prières chrétiennes. On n'a pas de prière spécifique à dire en cas de je sais pas quoi. Lorsqu'il y a une épreuve à laquelle on passe, bien sûr, on prie Dieu. Mais c'est pas, par exemple, on peut rater quelque chose, on peut réussir quelque chose, mais dans chaque chose, bonne ou mauvaise, de toute façon, il y a toujours quelque chose de bon. Ici, à Lyon 3, et là, est-ce que c'est difficile de se faire des amis quand on s'affiche en hijab? L'amitié, c'est quelque chose de très fort. Il faut avoir les mêmes principes et les mêmes valeurs. Donc les amis, j'en ai très peu. Dans la mesure où il faut savoir déjà les choisir. Et c'est précieux aussi, un ami. Par contre, des connaissances, oui, j'en ai beaucoup. Et tant mieux, parce que on est ici quand même dans une cité universitaire. Donc il faut savoir parler, partager, etc. Ça peut toujours nous aider. Et les amours, est-ce que ça aide d'être en hijab? Parce que c'est quand même très élégant. Ça peut charmer les garçons. Personne ne m'a pas... Ça aide pas à draguer? Non, c'est pas que ça aide pas à draguer ou quoi, mais... déjà, là, j'ai une histoire j'ai un fiancé. Mais bon, il n'est pas en France, donc... Ah zut! Il est où? Il est en Syrie. Dur! Ouais, il est en Syrie, mais bon, comme il a de la famille aussi au Liban... je pense qu'il doit faire des allers-retours là-bas. Mais bon, après, c'est pas... Je pense que la drague, c'est pas notre... Je sais pas, ça... On s'est jamais posé la question. Ici, du moins, à la fac.
Julie Bérécy, réalisatrice impie de Grand Amphi, a choisi d'habiller notre entrée en matière avec le rap de Ghostface Killah, autrement dit l'assassin à la face fantôme, et bref, une musique du diable. Pour cette provocation, elle brûlera peut-être en enfer, mais pour l'heure, prêtons attention à ce que vient de nous dire Ella, cette étudiante de Lyon 3, une étudiante qui nous dit essuyer les sarcasmes, les regards de travers, parce qu'elle porte le hijab, le voile islamique. Mais Elena, en Iran, c'est l'inverse. Impossible de ne pas porter le voile quand on est une étudiante. Oui, c'est exactement ça. En fait, selon le droit constitutionnel iranien, toutes les femmes à partir de 9 ans, ils sont obligées de porter de foulard et de porter les vêtements longs et pas trop serrés. En Iran, c'est exactement l'inverse. Si quelqu'un ne porte pas foulard sur sa tête ou porte les vêtements un peu plus courts, plus serrés, donc ça va être remarqué dans la société. Vous êtes aujourd'hui dans le studio de Grand Amphi, en cheveux, comme on dit, sans foulard. Vous avez le souvenir, vous avez été victime de pression de la part des personnes qui peuvent, par exemple, surveiller l'entrée sur le campus quand vous étiez étudiante à Téhéran ? Oui, surtout récemment, c'est un peu à la mode dans les universités, surtout à Téhéran. Normalement, il y a les gardiens. On peut dire, il y a un espace pour des gardiens à l'entrée de l'université qui regardent tes vêtements avant que tu entres dans le campus. Donc, si tu as porté un manteau court, serré, avec les manches courtes, ou trop coloré, les pantalons jeans déchirés ou le foulard trop arrière, parce que normalement, nous les filles en Iran, on est habitués de mettre le foulard moitié de la tête. On joue en effet à dégager exactement. Une mèche, le front. Oui, exactement. Et donc, ils vont éviter de l'accès à l'entrée à la campus. Henri Bresque, professeur, je le disais, émérite à l'Université de Paris 10, je vous sentais tiquer un peu avec ce témoignage. Vous avez eu des étudiantes Non, le hijab, c'est beaucoup plus important qu'un simple foulard. C'est beaucoup plus ample. Et donc, c'est beaucoup plus remarquable, surtout. Mais ceci dit, on a eu beaucoup d'étudiantes à Nanterre on a eu quelques dizaines peut-être sur 10 ans. Mais jamais, je n'ai jamais senti d'hostilité. J'ai toujours senti une grande tolérance de la part des autres étudiants. Jonathan Ayoun, on est avec le témoignage d'Henri Bresque sur le territoire français, sur les campus. Quel regard les étudiants juifs qui portent une kippa, à quel regard ont-ils droit ? Cela dépend des universités. Alors là, on entend un témoignage concernant Lyon 3, qui est un endroit où les étudiants juifs ont reçu plusieurs menaces en début d'année dernière avec le retour de Bruno Gollnisch. Et donc une fac où on sait les tensions sont grandes. Nanterre, c'est également un lieu où des étudiants juifs qui souhaitent porter la kippa décident d'y renoncer de peur justement d'être victimes de stigmatisation et de propos haineux. Donc il y a en effet des endroits où les étudiants juifs pratiquants, c'est-à-dire ceux qui choisissent de porter la kippa et qui ont donc, comme vous l'avez rappelé en début d'émission, l'autorisation de le faire dans l'enceinte de l'université, ils renoncent par crainte de représailles sur le simple fait d'assumer une identité juive pratiquante. Mais il est important de rappeler que pour les étudiants juifs dans les universités, cela dépend après de la manière dont chacun vit son identité, puisque être juif n'est pas forcément être religieux ou être croyant, mais c'est quelque chose qui dépasse la religion. C'est aussi une appartenance à un peuple, à une culture ou une manière de s'inscrire dans une histoire. Alors là, Jonathan Ayoun nous parle des Juifs. Elena, on entendait là cette étudiante de Lyon 3 qui parlait la concernant d'un ouragan de racisme qu'elle a subi en portant le hijab. Quelle place en Iran, si on y retourne avec vous, les autres confessions à part l'islam, quelle place c'est pour ces autres confessions sur les campus à la fac ? En fait, ce que je peux dire par rapport aux universités en Iran, pour pouvoir entrer à l'université, il y a un concours au niveau national. Et ce concours, il n'y a pas ni critère de sexe, ni religieux. Et tous les gens qui ont leur bac, ils peuvent participer. Et après, ça dépend de la note que tu obtiens. Tu peux choisir une discipline que tu peux aller continuer tes études là-bas. Donc, il n'y a pas de critères religieux
Est-ce qu'il y a une présence, je dirais même une présence visible de ces étudiants d'autres confessions sur les campus? On sait que les autorités politiques iraniennes sont très dures et tiennent des propos, je dirais, poussent au crime à l'égard d'Israël et à l'égard des Juifs. On sait aussi qu'il y a une communauté juive importante en Iran depuis longtemps. Comment ça se passe, notamment pour les Juifs? Vous avez quelques exemples? Vous avez connu des étudiants juifs là-bas? En fait, ce que je peux dire, le pluralisme on s'appelle ça les minorités religieuses en Iran. Il y a 3 religieux zoroastriens, le judaïsme. Les admirateurs de Zarathustra, oui. De Zoroastre, oui. Oui, le judaïsme et le christianisme. On s'appelle ça les minorités religieuses. Donc, le droit constitutionnel reconnaît le pluralisme politique et idéologique pour les minorités religieuses. Mais dans les faits, est-ce qu'il y a des pressions, des tensions? Au contraire, c'est une certaine convivialité dans l'université? Parce que politiquement, ils ont leurs représentants à l'Assemblée nationale. Ils peuvent se représenter dans les conseils municipaux, dans les élections des conseils municipaux. Et après, idéologiquement, ils ont leurs écoles à eux. Normalement, ils font leurs études religieuses dans leurs écoles. Et après, par exemple, je peux dire pour les chrétiens, par exemple, il y a même un centre de sport mixte que les chrétiens ils peuvent aller là-bas, les femmes, les hommes mixtes, mais pour les autres, les musulmans, c'est totalement interdit. Donc, je peux pas dire que non, il n'y a pas de grande pression qu'on s'entend, par exemple, qui touche exactement la minorité religieuse. Jonathan Ayoun? Nous avions organisé l'année dernière à Auschwitz un voyage avec la Confédération des étudiants iraniens pour renforcer l'Union des étudiants juifs de France, pour renforcer le dialogue judéo-perse. C'est un mouvement qui est opposé au régime iranien. Et on a pu avoir plusieurs témoignages, notamment celui de la difficulté pour les étudiants juifs en Iran, qui appartiennent, c'est vrai, à une des communautés juives les plus importantes dans un pays musulman, puisqu'il y a près de 20 000 juifs en Iran. Mais témoignage qu'on a pu avoir d'un étudiant juif iranien qui était forcé, à chaque fois qu'il entrait dans l'université, de devoir marcher sur un drapeau israélien pour marquer son hostilité à l'égard de ce pays-là et, d'une certaine manière, pouvoir donc étudier dans un second temps. Henri Bresque, là on parle de la situation des étudiants, ici comme ailleurs. Parlons un peu des professeurs, des enseignements. Vous êtes donc médiéviste, je le disais, vous avez enquêté au sens étymologique du mot sur l'islam, le judaïsme, le christianisme au Moyen-Âge. Mais est-ce que les profs, à Nanterre ou ailleurs, d'après vous, s'autorisent à s'emparer du bon Dieu? Les étudiants arrivent avec leur bagage. Ils ont une foi, ou n'en ont pas, enfin, on va dire, bon. Les professeurs, eux, arrivent avec leur bagage, mais eux, ils sont obligés de les garder, de les laisser au vestiaire. Dans leur fort intérieur. Au vestiaire, parce qu'il ne s'agit pas de faire une propagande, de faire une... Bon, et on est facilement taxé de faire de la propagande, anti, voilà. Si vous parlez d'une religion, effectivement... en général, c'est sur l'islam. Si vous parlez de l'islam, on peut vous reprocher, ça peut arriver, d'en parler sans droit, puisqu'on n'est pas musulman. Bon, ça arrive quelquefois, mais c'est extrêmement rare. Mais c'est vrai qu'à Nanterre, je veux dire, il y avait un petit groupe auquel M. Ayoun avait fait allusion, qui avait, à un certain moment, manifesté une intolérance excessive à l'égard des professeurs comme à l'égard des étudiants. Bon, non, les professeurs doivent donner ne serait-ce parce que la formation, disons, catéchistique est souvent limitée, doivent donner une histoire des phénomènes religieux. Et ils le donnent en histoire dans le courant duel, puisque en première année, on aborde christianisme et judaïsme, enfin la séparation. En deuxième année, on aborde l'islam. En troisième année, en deuxième année aussi, on aborde l'éclatement de l'Église catholique et la formation du protestantisme, quoi. Et les effets politiques les effets intellectuels et politiques de chacun de ces mouvements. Évidemment, c'est un dégrossissage. On va pas très à fond. Mais
effectivement, on peut être légèrement bousculé par quelques étudiants qui pensent avoir des solutions meilleures et avoir une culture religieuse plus approfondie. Et vous pensez, Henri Bresque, que comme il y a, d'après le témoignage de Jonathan Ayoun, des étudiants juifs qui peuvent faire preuve d'un peu de zèle et retirer leur kippa en allant à l'université, des professeurs qui s'empêchent d'aborder certains sujets et qui lancent leurs enseignements dans d'autres directions pour éviter Nanterre, des problèmes. En particulier, ma fac a toujours eu une très forte tradition d'histoire religieuse. Donc, il n'est pas question de le faire. Mais on le fait avec plus ou moins d'élégance, avec plus ou moins de précaution, quoi. Voilà. Je veux dire. Jonathan Ayoun, vous n'êtes pas diplômé de Paris 10 Nanterre, mais de Paris 12 en communication politique. Est-ce que c'est à la fac que vos questions, votre curiosité pour le judaïsme, pour l'histoire du judaïsme, a trouvé ses réponses ? Je suis déjà issu d'un long parcours en école juive. J'ai fait toute ma scolarité avant l'enseignement supérieur. Donc j'étais déjà au fait de beaucoup de choses, mais j'ai décidé de le renforcer également lorsque je suis devenu étudiant, par des cours du soir à l'Alliance israélite universelle, pour m'intéresser non pas simplement aux faits religieux, mais à la philosophie juive et à différents courants de pensée qui peuvent influer sur les valeurs que je porte en tant que juif. Il y a également des enseignements dans différentes universités d'études juives à ne pas entendre simplement comme des études religieuses, mais comme une manière de faire état d'un enseignement qui peut être pluridisciplinaire et qui peut avoir des influences juives, notamment le lancement de l'Institut Emmanuel Levinas qui lui-même est enseigné dans certains endroits. Et alors justement, on parle de cette tradition des études juives dans la communauté juive, les juifs de savoir, comme les appelle parfois aussi le linguiste Jean-Claude Milner. Mais pour ce qui est des filles, quel est le rapport des filles juives religieuses à l'étude, à l'enseignement ? Écoutez, dans les cours que moi j'ai suivis, il y avait des filles comme des garçons. Je n'ai pas l'impression d'un rapport différent à entendre pour les uns ou pour les autres. Je pense que c'est des enseignements qui justement dépassent l'enseignement de ce qu'est la pratique. Donc, et par ailleurs, même si ce n'était que cela, ça pourrait concerner les uns et les autres, mais il n'y a pas de revendication de cours séparés dans l'enceinte de l'université par les étudiants juifs pratiquants, ni par ceux qui veulent suivre un parcours en études juives. Je me permets de revenir sur la question de fait de renoncer par certains, et on peut dire que c'est un mouvement minoritaire dans certaines universités de porter la kippa. Ce n'est pas par zèle, mais par crainte et par préférence de ne pas faire de vagues, comme si porter la kippa ferait des vagues. Et à Nanterre, on a pu l'entendre, puisque les étudiants juifs qui portaient la kippa étaient pris pour cible comme étant ceux qui malmenaient les Palestiniens, et une manière en réalité d'utiliser le prétexte de l'affirmation identitaire pour laisser place à une haine antisémite. Elena, on parle des étudiants, on y revient, mais on parlait à l'instant des enseignements. Quelle place Dieu occupe-t-il dans l'enseignement en Iran ? En fait... Il est partout ? Oui, ce que je peux dire, l'Iran maintenant c'est une république islamique, donc on ne peut pas séparer l'islam dans les aspects, aucun aspect de la vie des Iraniens, politique, culturel, économique. L'islam il est partout. Donc quand on enseigne les mathématiques, par exemple, Dieu est par là, Dieu est dans le coup ? Oui. C'est pas votre spécialité, vous avez fait de la sociologie, oui. Alors en socio aussi ? Oui, en fait, ce que je peux dire, qui est en commun dans toutes les disciplines à l'université, il y a des cours, et si je traduis mot par mot, il s'appelle des cours généraux, que normalement, je peux donner des exemples comme éthique et instruction islamique 1 et 2, connaissance islamique 1 et 2, histoire de l'islam, la langue arabe, histoire de la pensée politique en islam, sont les cours religieux qui sont en commun dans toutes les disciplines mathématiques, physique, ingénieur, sciences politiques, la langue. On est tous obligés de passer les cours. Mais normalement, pour les étudiants, on ne prend pas en sérieux. C'est seulement pour passer l'examen et prendre les notes. Mais sont obligatoires. Et après, oui, certainement dans la science politique, sciences sociales, on voit plus en plus les cours islamiques, mais ils ne sont pas assez. J'aimerais bien schématiser un schéma. Si on prend l'université en Iran, on peut dessiner un triangle. Un côté professeur, l'autre côté étudiant, et le troisième côté, ça va être le texte. En Iran, jusqu'à aujourd'hui,
normalement, le texte dans les sciences sociales, dans les sciences sociaux, il vient de l'Occident. Les professeurs, ils font leurs études en Occident. Et les étudiants qui vont continuer leurs études dans une ambiance qui est sous l'influence ou mentalité plus occidentale que islamique. Donc récemment, le gouvernement il a décidé d'introduire les textes ou les cours plus dans un concept plus islamique, par exemple l'économie en islam. Je peux vous donner l'exemple droit international islamique, pensée politique en Iran et islam. Donc, surtout, je peux dire, ces 2 dernières années, ils sont en train de réformer un peu les cours. On l'entend dans votre témoignage, c'est que l'université même en Iran corrompt la jeunesse, est corruptrice. On a beaucoup parlé d'islam, on a beaucoup parlé de judaïsme jusqu'à présent, mais peu du christianisme et du catholicisme. Je vous propose de retrouver Sophie Baubert, qui est en compagnie de Michel, une fervente étudiante catholique en communication politique, elle aussi, mais sur le campus Descartes. On est dans la chapelle ici. C'est la petite chapelle du Figuier, c'est très méditatif comme vous pouvez le constater. Et c'est là que nous avons la messe tous les mercredis soirs à partir de 19h. Ça fait longtemps que vous fréquentez ce lieu-là ? Pas du tout, depuis début septembre seulement. Comment est-ce que vous avez découvert ce lieu ? Via le site internet, j'étais à la recherche d'une maison communautaire. En fait, je voulais habiter avec d'autres chrétiennes pour pouvoir vivre une expérience communautaire, puisque je pense que ça peut être utile pour des chrétiennes de vivre ensemble, de se soutenir et de se porter dans la foi. Donc vous habitez dans une des maisons chapeautées par le Figuier. C'est ça. Et vous êtes combien dans cette maison ? Nous sommes 4 filles. Donc moi, Claire-Marie et Christiane, qui est une Allemande, qui est actuellement en échange pour suivre des cours de français. Alors en revanche, j'ai cru comprendre que si on n'était pas obligé d'être catholique, pratiquant pour fréquenter le Figuier et bénéficier de cours, de rencontres ou avoir un peu d'aide, en revanche, pour les logements, pour faire partie des maisons, là, on vous demande d'être pratiquant. D'avoir la foi. D'avoir la foi, mais pas forcément catholique, puisque Christiane, en question, n'est pas catholique, elle est protestante. Ça signifie que vous en parlez entre vous ? Oui. On a des temps de prière ensemble, de méditation de la Bible et tout. On est supposé, en tout cas, toutes les 4, établir un esprit communautaire, de se fixer des horaires de prière, des horaires de louange, d'aborder des thèmes. Donc là, c'est vraiment l'esprit de la maison, c'est de pouvoir se soutenir dans la foi. On a des emplois de temps complètement différents. Mais oui, c'est ça. Donc on est obligé, par souci pratique, on va dire, de se fixer des horaires. Donc pour le moment, c'est le mardi. C'est le mardi soir. Qui choisit les prières ? Ça se fait sur le moment. On a un thème qui nous trotte toutes dans la tête, c'est les relations filles et garçons. Donc comment est-ce qu'on le conçoit chacune d'entre nous ? Parce que bien évidemment, on est chrétienne pratiquante, mais chacun a sa propre histoire, son propre ressenti de la question. Donc on est toute impatiente de se retrouver et de pouvoir en parler ensemble. Et sur quel texte vous allez vous appuyer ? Moi, je pense qu'on va beaucoup plus partir sur les thèmes sur 1 Corinthiens 13, qui est l'hymne à l'amour, puisque personnellement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de textes bibliques qui décrivent de manière précise, dans les détails du moins, les relations entre les filles. Après, on a des enseignements qui peuvent nous aider, mais voilà, je pense qu'on pourra partir de 1 Corinthiens 13 comme base, je pense. Est-ce qu'il y a une figure biblique qui vous inspire particulièrement ? À moi, la Sainte Vierge. Oui, je suis impressionnée par son humilité, par tout ce qu'elle est, je pense. Donc, pour moi, en termes de figure féminine, puisque je ne suis pas appelée à la vie consacrée, donc à la vie maritale, je pense que pour moi, c'est un modèle à suivre, la Sainte Vierge Marie, qui m'apprend particulièrement ce que représente véritablement la vie de couple, ce que peut être une femme dans un foyer, ce que doit être une femme dans un foyer. Déjà très serviable, très... je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais je dirais réfléchi, puisqu'il est bien marqué même dans les textes de l'Évangile qu'elle observait, écoutait ce qui se passait et elle les gardait dans son cœur. Donc elle n'est pas du style à réagir de but en blanc, mais vraiment d'accueillir la volonté de Dieu dans sa vie de manière très calme et très... j'ai pas envie d'utiliser le mot soumise parce que c'est péjoratif, mais je dirais, elle prend le temps véritablement d'accueillir ce qui se passe, de l'intégrer et d'y voir le plan de Dieu. Comment est-ce que vous avez découvert cet amour-là, vous ?
tout simplement à l'église, hein. Et puis en expérimentant aussi moi-même la méditation du rosaire. J'ai pu grandir dans la connaissance de la Sainte Vierge Marie et de certaines de ses vertus, de ses qualités. Voilà. Vous vous y attelez tous les jours? Plus maintenant. Il fut un temps, mais plus maintenant. Je suis beaucoup moins fervente. Mais pour le moment, je m'en tiens à une dizaine par jour. Une dizaine de quoi? De Je vous salue Marie, donc un mystère, la méditation d'un mystère. Mais avant, c'était la récitation d'un mystère. Quand on a fait un chapelet entier par jour. Mais là, c'est plus beaucoup le cas maintenant. Est-ce que ça a engendré certaines difficultés d'un point de vue relationnel avec des amis, des amours? Est-ce que certaines personnes vous ont tourné le dos? Oui, je pense que toute personne qui n'est pas forcément née... Déjà, un catholique pratiquant, mais un chrétien pratiquant, pour faire plus général, qui vit vraiment sa foi et qui essaye d'en témoigner au sein de la société, reçoit forcément en retour des critiques ou des moqueries et tout. Plus encore, quelqu'un qui n'a pas toujours été chrétien et qui s'est converti, là, c'est une incompréhension, forcément, puisque dans les amitiés, on partage des passions, donc des centres d'intérêt. Et à partir du moment où tu te convertis, forcément, certains de tes centres d'intérêt changent. Et les personnes avec lesquelles tu partageais ces centres d'intérêt n'ont plus de sujet de conversation avec toi, donc ils prennent leur distance. Donc je pense que c'est juste logique. Après, bon, il y en a aussi qui prennent leur distance juste parce qu'ils considèrent que tu es devenu un peu bizarre. Voilà. Sophie Baubert, Michel, étudiante en communication politique, se dit moins fervente et elle confesse cependant dire chaque jour au moins 10 « Je vous salue Marie ». Mais en ce qui concerne les Juifs, Jonathan Ayoun, j'ai retrouvé en préparant cette émission une enquête datant de 1962, donc c'était il y a tout juste 50 ans, une enquête du sociologue Georges Benguigui, sociologue au CNRS, et son enquête s'intitulait « Pratiques religieuses et conscience juive des étudiants ». Et alors à l'époque, il y a 50 ans, il disait que 60% des étudiants juifs de France étaient non pratiquants, c'est-à-dire qu'ils ne célébraient pas Kippour, que 20% d'entre eux également fréquentaient majoritairement d'autres juifs. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Comment cette pratique et cette conscience juive évoluent-elles, d'après vous, parmi les étudiants? Déjà, cette étude remonte à un moment précédent, l'arrivée massive de juifs d'Afrique du Nord, ce qui aussi entraîne un changement sociologique et dans le rapport au judaïsme des Juifs de France, puisque avec l'arrivée des Juifs séfarades, il y avait aussi un autre rapport à l'affirmation identitaire comme à la pratique juive. On peut comprendre aussi de l'étude, mais aussi du rapport des étudiants juifs aujourd'hui, qu'il y a de toute façon quelque chose d'assez complexe entre ceux qui sont pratiquants, croyants, religieux, et ceux qui ne le sont pas, mais qui ont envie et besoin d'être dans un rapport communautaire, dans un lien avec d'autres juifs. C'est un phénomène qu'on peut observer aujourd'hui, qui ne touche d'ailleurs pas que les juifs, puisque c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, d'être dans cette volonté d'être dans des regroupements communautaires, qui n'est pas forcément mal en soi tant que cela n'a pas une conséquence communautariste. Mais nous intervenons dans les collèges dans un programme qui s'appelle Coexiste pour lutter contre les préjugés, et on entend de plus en plus les collégiens ou les lycéens dire je suis musulman mais non pratiquant, je suis chrétien mais non pratiquant. Donc c'est un phénomène qu'on a l'impression de ressentir de toute façon beaucoup plus généralement et pas simplement que concernant les juifs. Après, il est sûr que la conscience juive est autre chose que la pratique, et je terminerai par une anecdote ou une blague juive qui montre bien la différence entre la religion et l'appartenance au peuple juif, et c'est lié d'ailleurs à l'enseignement du religieux, puisque c'est l'histoire d'un enfant juif qui rentre de l'école et qui dit à ses parents qu'il a appris la Sainte Trinité. Son père dit « mais je t'ai mis à l'école laïque, ce n'est pas pour apprendre cela. Je vais y appeler le directeur, les dirigeants de l'école pour m'en plaindre. » Et après lui dit en termes de leçon tu dois savoir qu'une seule chose, nous n'avons qu'un Dieu et on n'y croit pas.
les parents communistes des années 60, mais ça dit bien aussi les différentes facettes de l'identité juive. Alors Freud aussi a rapporté cette blague, elle a une longue histoire. Ça vous désole un peu quand Henri Bresque, quand Jonathan Ayoun dit que bon an, mal an, il y a peut-être davantage de regroupement par communauté aujourd'hui, notamment dans la jeunesse, parmi les étudiants, vous qui êtes un enquêteur des expériences du syncrétisme, de la rencontre, de la fusion même parfois des différentes communautés, différentes religions en Méditerranée. On ne peut pas forcer les gens à s'unir. Non, je veux dire, qu'il y ait des replis identitaires, c'est bien possible. Moi, c'est comme ça que je l'analyse. Devant la chute en particulier des grandes idéologies, c'est-à-dire du marxisme, quoi. Ouais, les Juifs sont plus communistes aujourd'hui. Enfin, ils sont revenus à la vraie foi. Encore quelques-uns dans mon quartier, sur le 3e. Mais non, c'est pas ça. Je veux dire, ils n'y croient pas plus en Dieu. Mais il y a deux manières quand même de faire de la religion. Il y a croire en Dieu et avoir un rapport personnel avec lui, et puis pratiquer une orthopraxie. C'est-à-dire ce sont deux chemins qui quelquefois s'unissent et quelquefois se séparent. Je veux dire, l'orthopraxie, très forte dans l'islam, c'est quelque chose qui établit solidement les liens. Et on le voit à l'occasion des ramadans, etc. Ça établit solidement les liens et on peut difficilement s'en dégager. Il est difficile d'être juif dans mon quartier et de ne pas pratiquer le kippour. Alors vous parliez aussi d'un rapport intime à la foi, c'est le cas de Michel qu'on a entendu qui était au micro de Sophie Baubert, elle qui, catholique, disait ne pas connaître de texte biblique dédié à l'amour charnel. Alors elle ne connaît sans doute pas le cantique des cantiques, oui. Il faut absolument qu'elle se jette dessus, ça fera son délice je pense, mais est-ce que justement cette méconnaissance, Henri Bresque, méconnaissance des textes sacrés est d'après vous préjudiciable aux humanités et peut-être au sort des disciplines dans une université française qui aujourd'hui se perçoit de plus en plus comme technique, utilitariste? Oui, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que on arrive à l'ignorance, à ne rien comprendre au texte. Je ne dis pas aux pratiques, mais au texte de l'Antiquité, du Moyen-Âge, des temps modernes, et encore une bonne partie du 19e siècle, même si ce siècle est laïcisé. Donc les gens sont pétris les gens, les écrivains, les penseurs, les hommes politiques sont pétris de citations bibliques, Ancien et Nouveau Testament. Donc les devoirs de vacances pour vos étudiantes et vos étudiants à la Toussaint. Lire la Bible. Lire la Bible intégralement, enfin, dans la version qu'ils veulent. Il y a les textes sacrés et puis il y a aussi des superstitions. Elena, tout à l'heure... Et le Coran. Et lire le Coran. Et le Coran, bien sûr. Pardon. Et d'autres textes, bien sûr, importants qui s'y rattachent. Elena, je voudrais pas qu'on parle de superstition, c'est peut-être un peu plus léger, mais Ella, l'étudiante musulmane de Lyon 3, nous disait qu'elle n'avait pas de prière à réciter avant les examens, ça ne se faisait pas en islam. Est-ce qu'en Iran, pour les étudiants, il y avait des superstitions au moment des examens? Oui, je peux dire parmi 90% des étudiants, on voit, oui, c'est sûr, on voit moins chez les garçons et plus chez les filles. Mais normalement, au moment des examens, des grands concours ou pour les examens pour être embauché dans un travail, normalement, on voit beaucoup les gens qui font la prière, même les gens qui font jamais pendant l'année ou dans leur vie. Ils font la prière, ils lisent les textes sacrés, ils demandent à leur grand-père ou, je sais pas, leur grand-mère de demander à Dieu qui réussit dans leurs examens. Oui, dans les sociétés communistes que vous évoquiez, cette autre foi qui a un peu perdu quelques adeptes, Henri Bresque, je crois que les étudiants russes, ils mettent des pièces de 5 kopecks dans leurs chaussures, ils ne se lavent pas les cheveux avant les examens. Voilà. Quand j'étais professeur au Caire, un jeune professeur, la veille de l'examen, mes étudiantes sont allées avec moi à la mosquée de Hassanain, les fils de Ali, qui est le cœur du Caire religieux, à côté de Lazare, mais beaucoup plus important que Lazare, et ils ont glissé un billet de 10 livres, à l'époque c'était énorme, c'était un salaire mensuel, sous le tapis. Et, en fait, il y a aussi dans l'islam des prières de rogation, mais là, elles n'ont pas pratiqué, elles ont juste fait une offre, qui doit être payée le lendemain, j'espère. J'espère pour elle aussi. Jonathan Ayoun, Elena, elle nous parlait du recours au grand-père, à la grand-mère. Vous, ça a été le cas aussi pour avoir des bons conseils et peut-être des façons de chasser le mauvais œil et d'avoir de bons résultats à vos examens?
Non, pas moi personnellement, même si les grands-pères ou les grands-mères juives peuvent en donner. On sait que dans l'orthopraxie, ça ne se fait pas, mais par exemple chez les séfarades, on sait qu'il y a quelques traditions judéo-arabes de superstition. Tout à fait. En réalité, il n'y a pas de superstition juive, ça dépend de l'origine, de la culture. Donc c'est vrai que pour les juifs d'Europe de l'Est et pour ceux d'Afrique du Nord, ce ne seraient pas les mêmes traditions auxquelles on fait référence pour être dans le fait de conjurer le mauvais sort. Mais la religion juive, en réalité, s'oppose complètement à toute démarche superstitieuse. Mais vous l'avez quand même fait, de faire le tour de l'amphi avec un œuf Non, je n'ai pas recours à ce type de pratique. Il est l'heure à présent de notre rendez-vous avec la chronique de Franck Dorge, adjoint au directeur de la rédaction de l'Étudiant, partenaire de Grand Amphi. Franck, les voies du Seigneur sont impénétrables, c'est bien connu. On peut être un pilier de la laïcité et devoir sa réussite scolaire à l'Église. C'est le cas de plusieurs figures de la laïcité. On ne peut rien vous cacher, Martin, si l'enseignement public primaire et secondaire ainsi que l'université s'émancipent de l'Église au cours du XIXe siècle, on oublie trop souvent que les pères fondateurs de la laïcité, Jules Ferry, Paul Bert ou encore Ferdinand Buisson, ont reçu une éducation empreinte de religiosité. Le cas le plus flagrant est celui de Jean Massé, le fondateur de la Ligue de l'enseignement. Issu d'un milieu populaire, il doit sa poursuite d'études à une bourse décrochée au collège Stanislas par l'abbé de sa paroisse. Mais encore faut-il rappeler qu'à cette époque, ces bourses étaient une obligation légale. Les établissements catholiques sélectionnaient les futurs boursiers sur critères sociaux et scolaires. Ils se servaient de la réussite scolaire des étudiants issus de milieux défavorisés, aussi auprès de leur riche clientèle, pour faire valoir l'établissement. C'est ainsi que Jean Massé fut mis en avant pour ses nombreux succès au concours général, puis au bac S-lettres. Alors Franck, j'entends que Jean Massé est un intime pour vous, vous avez enquêté sur ce personnage, mais si on revient à la laïcité, est-ce qu'elle rime forcément avec anticléricalisme au 19e ? Est-ce qu'il n'y a pas un rôle peut-être des découvertes scientifiques de cette période ? Alors, les découvertes au XIXe siècle jouent un rôle considérable. On peut penser à la découverte de l'électricité, la machine à vapeur ou encore la biologie. Par exemple, le combat laïque de Paul Bert pour l'instruction publique, et notamment de 1881 à 82, est bien sûr dû à son républicanisme et au rôle qu'il pensait que l'État devait jouer en matière d'éducation, mais également à celui de sa carrière d'enseignant en physiologie, en Sorbonne, disciple de Claude Bernard. Il était pour lutter contre l'obscurantisme religieux. C'est d'ailleurs pendant ces années qu'il se développe une littérature scientifique pour la jeunesse, les fameux Voyages extraordinaires de Jules Verne, qui proposent aux enfants d'étudier la géographie, la faune sous-marine ou encore d'explorer la Lune. Ces publications sont publiées par Jean Massé et aussi Pierre-Jules Hetzel, qui avait aussi publié l'œuvre de Prudhon. Quand on y regarde de près, les récits de Jules Verne sont de véritables plaidoyers en faveur de la culture scientifique, et on est très loin de la bibliothèque rose et des leçons de morale de la comtesse de Ségur, par exemple. Alors si on arrive au bel aujourd'hui, à notre 21e siècle, Franck, Vincent Peillon récemment a marqué son intérêt pour enseigner la laïcité à l'école. Est-ce qu'il y a de tels enseignements aujourd'hui à l'université ? Alors les enseignements de théologie existent, mais on voit aussi se développer des nouvelles formations dans quelques universités. Je pense notamment à l'université de Strasbourg, qui a développé une formation à la laïcité avec l'Institut catholique de Paris, ou encore à Lyon 3, où ces diplômes ont vocation à sensibiliser les cadres religieux à la laïcité, mais également les agents publics, fonctions hospitalières, territoriales ou encore d'État aux pratiques religieuses. Merci Franck. Henri Bresque, il n'y a pas que Jean Massé, Fieffé Laïcard, qui a une éducation religieuse. On constate aujourd'hui dans l'université des rencontres pour le moins étonnantes. Vous évoquiez le fait que vous avez pu, en qualité de professeur à Nanterre, vous avez eu maille à partir avec certains militants. Bon, c'est du passé, n'y revenons pas, soyons modernes. Mais ces accointances justement qui peuvent exister entre des militants syndicaux et des militants religieux à l'université, qui est pourtant un haut lieu de l'engagement religieux. Est-ce qu'elles sont un signe des temps, d'après vous ? Écoutez, le mouvement révolutionnaire en France, en Europe, dans le monde, a eu une place extrêmement importante chez les intellectuels, jusque dans les années 70-80. Vous parlez de vous, là ? Pas seulement, non, pas militant pour la libération des peuples ? Oui, j'ai été militant, mais sans illusion, en tout cas, oui. En revanche, quand ce mouvement s'est affaibli, s'est affaissé, la religion est venue naturellement prendre sa place.
Et c'est pas étonnant que, c'est le parcours catastrophique de Garaudy, mais c'est peut-être des parcours beaucoup moins infamants, quoi. Je veux dire, il n'y a pas nécessairement, dire la religion a trouvé sa place comme outil de libération, place fantasmée, place réelle, ça dépend des moments, ça dépend des cas. Ça dépend des scénarios. Mais dans cette ambition révolutionnaire de la jeunesse étudiante, on sait que par exemple les syndicats trotskistes de différentes obédiences restent vivaces sur les campus, même s'ils le sont parfois moins dans les urnes au moment des élections. L'arrivée justement de religieux sur ce terrain-là. Oui, mais ça a été des fiançailles très courtes. Ça a été l'époque du drapeau rouge et voile vert. Ça a été très très bref. Je n'ai même pas senti un enterre, ça. Vous voyez, c'était très très bref et ça s'est immédiatement effacé. Je veux dire, aujourd'hui, c'est bon. Elena, en Iran, si on y retourne avec vous, on sait qu'au Proche-Orient, au Moyen-Orient, il y a toute une tradition du nationalisme, aussi de la pensée socialiste. Il y a un mélange aujourd'hui dans les universités iraniennes du discours islamique et du discours marxiste révolutionnaire ? Pas officiellement, pas dans les cours, aux enseignements. Mais et dans les syndicats ? On n'a pas de syndicat en fait. Mais ce que je peux dire, oui, parmi les étudiants, oui, il y a différents points de vue politiques, sociaux, et après, normalement, tous les après-midi, après les cours, ou je sais pas, il y a des jours dans la semaine que les gens ils se regroupent et après ils partent, ils discutent, des fois ils disputent sur différents points de vue. Jonathan Ayoun, vous êtes président de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France. Vous l'avez dit, être juif, c'est pas qu'être religieux, c'est davantage encore. Mais justement, que pensez-vous de ce discours syndical, des syndicats étudiants qui se teintent de religion ? Il est certes minime, il est inquiétant lorsque on utilise point de vue religieux à des fins politiques. C'est jamais quelque chose de positif dans notre pays. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ceux qui veulent défendre des minorités religieuses ou de une liberté de pratique pour en réalité mettre à mal les principes de notre pays et la laïcité. Et à la fois par ces tendances-là qui sont certes minoritaires, on se retrouve dans une situation de crispation laïcarde dans certains endroits où lorsque même nous demandons un amphithéâtre pour organiser une conférence sur n'importe quel sujet qui traverse la société française, eh bien on se retrouve refusé parce qu'on va dire on ne va pas donner un amphithéâtre à des organisations religieuses sous prétexte de respect de la laïcité. Donc on sait que ça a pu poser des problèmes d'ailleurs. J'ai le souvenir en 2009 par exemple d'un amphi qui avait été attribué à des militants place du Panthéon, l'amphi 1 de la fac de droit de la Sorbonne avec notamment un représentant du Hezbollah, donc le parti de Dieu chiite. Ça avait posé quelques problèmes, donc c'est peut-être cette jurisprudence qui aujourd'hui complique les choses pour les organisations. Vous trouvez, Elena, qu'en France, avec votre regard de persane, la laïcité est trop agressive ? En fait, je peux pas dire que la laïcité ici en France c'est agressif ou c'est pas agressif, mais ce que je peux dire, les concepts dans la société moderne en 21e siècle, ça n'a rien à voir avec la société de 17e, 18e siècle. Oui, c'est sûr et certain que le concept de laïcité, il a ses racines dans la culture, la politique et de l'histoire de la France. Mais de l'autre côté, on voit récemment, les nouveaux changements sociaux, politiques, immigration, globalisation, communication. Quand on regarde tous ces changements au cours de la société, donc dans un futur, je ne sais pas, ça sera proche ou loin, mais je pense que le concept de laïcité, c'est obligé de s'adapter avec ces nouveaux changements. Donc le 21e siècle sera religieux, selon la phrase apocryphe qu'on attribue à Malraux, c'est ça ? Non, j'ai pas dit ça. À présent, dans Grand Amphi, comme chaque semaine, il est l'heure du portrait de l'étudiant en artiste. Aujourd'hui, c'est plutôt le portrait des étudiantes en artiste, puisqu'on vous brosse aujourd'hui le portrait de Lucille Royan et Adèle Cambon de la Valette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante à l'INP, c'est l'Institut National du Patrimoine, et pendant 1 an, vous avez patiemment restauré la Vierge à l'Enfant de la Chaumette, une sculpture auvergnate, médiévale et surtout
sacré. Alors, on n'est pas tenu d'avoir une relation intime avec Dieu quand on ose restaurer des œuvres d'art religieux, mais vous, avez-vous la foi, Lucille ? Je suis non-croyante, mais j'ai énormément de respect pour la religion et les religions, et également énormément d'intérêt pour celle-ci. Et vous, Adèle ? À peu près la même chose. Pareil ? Oui. Vous êtes encarté à la Ligue athéiste ? Même pas. C'est plus libre. Je me permets cette question parce qu'évidemment, la question de l'œuvre d'art est liée étroitement, intimement à la question du sacré, en particulier quand on travaille comme vous sur des œuvres d'art religieux. Aujourd'hui, en France, on a parfois la tentation de sacraliser la notion même de patrimoine, ce que d'aucuns dénoncent comme un fétichisme de la matière. On oublie peut-être qu'en matière de patrimoine religieux, tout autant que l'œuvre, c'est le geste de l'artiste qui est sacré. À cet égard, est-ce que vous avez considéré votre intervention sur la Vierge à l'enfant, non peut-être pas comme une intervention divine, mais comme une intervention sacrée, Lucille Royan ? C'est une question compliquée. Que vous vous êtes posée ? On se la pose et on essaie de pas trop se la poser à la fois, parce qu'effectivement, quand on se retrouve face à une pièce d'une telle valeur, à la fois historique, à la fois religieuse, parce que c'est une œuvre de dévotion du XIIe siècle qui a été, à travers tous ces siècles qu'elle a traversés, très importante pour les fidèles de au moins son village et ceux qui passaient par là. Donc, à la fois, on essaie de se rendre compte de l'importance de notre geste sur cette pièce et de l'importance du bon geste et de la bonne réflexion et de la bonne intervention. Et à la fois, on tente un petit peu d'oublier à quel point cette Vierge est sacrée, à la fois en tant que patrimoine, à la fois en tant qu'œuvre religieuse, pour éviter de stresser. D'avoir la main qui dérape. Ou d'avoir la main qui dérape. C'est le problème. Adèle Cambon de la Valette, oui. Quand on débute en restauration, le premier truc qu'on voit, donc une œuvre d'art ou une œuvre d'art religieux, et on nous dit... vas-y. Sauf qu'au début, c'est quelque chose qu'on n'a jamais touché, par exemple. C'est sacré en lui-même, que ça soit une œuvre d'art religieux ou une œuvre laïque. Et ensuite, on va oublier cet aspect-là, tout en respectant toutes les valeurs qu'elle porte, pour rentrer dans notre intervention et rentrer dans notre geste, et pas nous tromper. Alors vous parlez des œuvres, qu'elles soient d'art religieux ou pas. André Malraux, encore lui, parlait du frisson sacré de la rencontre avec l'œuvre d'art. Ça a été quelque chose que vous avez ressenti, expérimenté, Adèle Cambon de la Valette ? Oh bah oui, déjà on ne fait pas de la restauration si sans frissonner. Sans frissonner. Si on oublie le frisson, on arrête. Hein. Ça nous permet d'être passionné, parce que c'est un métier de passion, et puis de rentrer dans l'intimité de chaque objet. Si on ne l'aime pas, c'est pas possible. Et cette Vierge à l'enfant, du coup, elle vous a occasionné des épiphanies. Vous avez vu apparaître la Vierge pendant cette longue année de travail de restauration jusque dans vos rêves ? Elle vous a parlé ? On y a beaucoup pensé. Après, c'est peut-être pas une épiphanie comme vous dites, mais c'était une grosse restauration, une grosse intervention, une œuvre importante. Donc oui, on y a beaucoup pensé. Et vous concernant, Lucille Royan, cette statue du XIIe siècle en bois de peuplier, c'est une statue polychrome. Vous l'avez vue saigner pendant votre travail ? Non, je ne l'ai pas vue saigner, mais par contre, c'est vrai que c'était un travail assez dense et assez difficile, puisqu'il a fallu effectivement la faire saigner, au sens figuré, puisqu'on a dû lui retirer des interventions de restauration antérieures pour lui rendre une meilleure lisibilité pour les futurs visiteurs de l'église et les futurs dévots. Visiteurs du monde entier d'ailleurs, parce que c'est une Vierge qui se balade un peu avec la globalisation dont nous parlait Elena tout autour du monde, non ? Pour l'instant, non. Ce n'est absolument pas. Elle est portée en procession seulement en Auvergne. Voilà, je pense qu'elle est portée en procession dans le village de la Chaumette et c'est tout. Mais oui, c'est vrai qu'on a dû mener des interventions un petit peu lourdes sur cette pièce et que c'est toujours compliqué parce qu'effectivement, on touche à une matière qui, dans notre imaginaire, même de non-croyante, est
dévote du patrimoine plus que... Attention, c'est un mauvais travers, paraît-il, hein, de sacraliser la matière. Mais voilà. Et Adèle Cambon-Lavalette, justement, vous avez notamment opéré une forme de chirurgie esthétique sur le visage de cette Vierge à l'enfant. C'était un acte sacrilège ou nécessaire pour retrouver justement la dimension, je dirais, originelle de cette œuvre? Bon, alors c'était nécessaire parce qu'elle est arrivée avec des restaurations, donc, comme disait Lucille, des anciennes restaurations qui avaient très mal vieilli, donc qui la mettaient en péril. Et en plus, esthétiquement, elle avait perdu beaucoup de sa lisibilité. On ne voyait plus les volumes. C'était difficile de comprendre toutes les lignes de la sculpture. Donc on a décidé, ça a été une décision qu'on a prise avec beaucoup de réflexion, d'enlever certains éléments. Et il y a eu un moment critique, comme disait Lucille, où c'est des restaurations antérieures qu'on a enlevées, c'est pas des éléments originaux du tout. Des fentes du bois avaient été bouchées et comblées, mais avec des matériaux trop durs, et c'était pas très joli en plus. Alors vous avez décapé notamment la dernière couche de couleur de cette statue polychrome, c'était du bleu lavande, je crois, et vous êtes revenu au bleu lapis-lazuli. Tout à l'heure, Henri Bresque nous parlait de la méconnaissance des textes sacrés qui pose problème pour faire de l'histoire, notamment de l'histoire de l'art, j'imagine. Lucille Royan, le bleu lapis-lazuli, quel sens a-t-il sur une œuvre de dévotion au XIIe siècle? Alors déjà, on n'a rien décapé du tout, nous. On a simplement fait une étude de la polychromie. On a pu remarquer qu'effectivement, la sculpture avait été pas décapée, parce que décaper implique l'action d'un décapant chimique, donc plutôt grattée, dans les années 1920-1925. Donc ça, on a pu le voir, et effectivement, on a pu remarquer que l'effet global du bleu du manteau de la Vierge actuellement était plus ou moins celui d'un bleu intermédiaire sur les 6 interventions colorées que la Vierge avait subies à travers son histoire. Et on a essayé de retrouver une cohérence colorée par rapport à ce bleu-là. Le bleu lapis-lazuli, on le retrouve seulement à l'état de trace dans les prélèvements qu'on a fait sur la sculpture et visuellement. Quel sens il a? Il est là pour attester du fait que c'était une Vierge d'une très grande valeur, puisque c'est un pigment qui coûte extrêmement cher, qu'on faisait venir d'Orient à l'époque, et voilà. Alors il y a une œuvre qui avait très peu de valeur et qui tout d'un coup on a appris beaucoup, c'est le Christ de Borja en Espagne. J'imagine que vous avez bien entendu parler de cette histoire, et les internautes du monde entier aussi. C'est ce Christ, cette fresque défigurée par une octogénaire chargée de sa restauration dans un petit village espagnol, un Ecce Homo qui est devenu, d'après l'internet, Ecce Mono, c'est-à-dire voici le singe, une œuvre à part entière donc, qui s'est réappropriée, qui a réinterprété malgré elle cette femme. Est-ce que vous avez été tenté, Adèle Cambon-Lavalette, de vous réapproprier cette précieuse sculpture, justement, avec ces pigments de lapis-lazuli? Alors, déjà, la réappropriation de toutes les œuvres d'art, c'est l'histoire de l'art. C'est ce qu'on vous apprend à l'INP? Ou même dans nos... C'est scandaleux. Non, mais c'est pas la restauration. Nous, on n'apprend pas à faire ça, mais c'est tout à fait caractéristique de l'histoire de l'art. Alors là, ça a été très médiatisé, mais des sculptures, des peintures repeintes, il y en a, par exemple, la Vierge qu'on a restaurée, la Vierge de la Chaumette, elle a été repeinte 6 fois de suite. Donc c'est quand même des réinterprétations au niveau de la couleur, par exemple, ou de choses comme ça. Après, nous, on essaye d'avoir une intervention la plus neutre possible pour ne pas laisser notre trace. Merci beaucoup Adèle Cambon-Lavalette et Lucille Royan. Toutes ces réflexions sur la restauration et sur la création m'invitent à vous rappeler, chers auditeurs, la mise à feu du grand concours de création sonore de France Culture. On vous invite à proposer pour France Culture Plus une production sonore de 5 minutes maximum, je vous le rappelle, d'un poids inférieur à 10 mégaoctets, dans tous les formats que vous voulez. Et cette production, cette création sonore pour France Culture Plus, elle doit faire écho à la phrase de Sioran: la création fut le premier acte de sabotage. Vous pouvez nous envoyer du texte, de la voix, des sons mêlés, isolés, détournés, hybridés, au choix. Attention, ce n'est quand même pas un concours de musique indé. Cette création sonore, ce concours, vos productions sont envoyées jusqu'au 26 octobre à l'adresse France Culture Plus, tout attaché en toutes lettres, francecultureplus@radiofrance.com. Merci
Elena, merci Henri Bresque, merci Jonathan Ayoun. Je rappelle aux auditeurs qui peuvent suivre l'actualité de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, sur uejf.org. Quant à vous, Henri Bresque, vous êtes notamment l'auteur de Politique et religion en Méditerranée. Vous avez dirigé cet ouvrage, co-dirigé aux éditions Bouchen, Politique et religion en Méditerranée, et puis aussi Arabe de langue et juif de religion, c'est aussi aux éditions Bouchen. Merci également à Marie-Christine Vigouteau et Roch Paillet de l'Institut national du patrimoine. Grand Amphi, c'était une émission préparée par Anne de Biran et Guillaume Couture dans le rôle du sacristain, réalisée par la prêtresse vaudou Julie Bérécy et produite par Martin Kénéen dans le rôle du faux prophète. Les reportages étaient signés Sophie Baubert, la chronique Franck Dorge, à la technique Florent Hanoun. Commentaires, réécoute, podcast, c'est pendant 1000 jours et ça c'est la réécoute, et le podcast c'est pendant 1 an sur la page de Grand Amphi sur franceculture.fr. Et puis vous le savez aussi, des infos sur la liturgie de vos années de fac sur l'étudiant.fr, notre partenaire.